Bonsoir à tous, nous sommes le 1er novembre 2019 et nous ouvrons cette édition de l'information ce soir par cette coopération bilatérale, diplomatique et économique. Le Cameroun et le Vietnam sur la même longueur d'onde. Le vice-premier ministre vietnamien a saisi l'opportunité de son séjour au Cameroun pour baliser les rapports entre les deux pays. À sa suite se trouvaient nos reporters Frédéric Moutomé et Elvis Ngoué. Le vice-premier ministre du Vietnam en visite officielle au Cameroun. L'homme d'État, pour sa toute première inter-camerounaise, est reçu en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale au secrétariat général du Palais des Verts de Ngoïkele. De la première visite effectuée par un haut dirigeant du gouvernement vietnamien au Cameroun. Donc, il a effectué des échanges fructueux avec les dirigeants de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et donc, les deux vice-présidents sont d'accord que les deux pays disposent encore beaucoup de potentialités pour pouvoir développer davantage cette coopération, pour partager entre les deux pays des expériences pour le développement. Une audience des plus cordiales, empreinte de convivialité, au cours de laquelle il a principalement été question de coopération bilatérale entre le Cameroun et le Vietnam. D'ailleurs, plusieurs rencontres et audiences sont au menu de cette visite de travail. Le premier entretien entre notre vice-premier ministre et monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été couronné de succès. D'autres entretiens, d'autres échanges entre notre vice-premier ministre avec les hauts dirigeants du Cameroun. Notre vice-premier ministre porte au Cameroun le message d'amitié. Il traduit également la bonne volonté, la haute volonté du gouvernement vietnamien de développer les relations de coopération multiformes, substantielles et fructueuses avec le Cameroun pour les intérêts de nos deux peuples, pour la paix, la stabilité, le développement de chaque pays respectif. Donc, à la tête d'une forte délégation constituée de 27 officiels, dont 7 ministres et 18 hommes d'affaires, le vice-premier ministre vietnamien a surtout tenu à mettre en exergue de futurs échanges économiques. C'est la raison pour laquelle la délégation du gouvernement vietnamien conduite par son Excellence Monsieur le vice-premier ministre vietnamien Vo Dinh Huê est composée encore des grandes entreprises vietnamiennes dans le secteur de l'agriculture, des produits agricoles, dans le domaine du commerce. Les entreprises vietnamiennes viennent ici pour explorer les potentialités de coopération avec les entreprises camerounaises dans le domaine de l'investissement et du commerce. Avec cette visite de travail, le Cameroun et le Vietnam se projettent désormais de travailler main dans la main dans la perspective d'offrir de nouvelles opportunités à ces deux pays qui partagent déjà quelques expériences en matière économique et diplomatique. Deux exposés ont meublé hier les travaux du conseil de cabinet du mois d'octobre 2019 à l'immeuble Étoile de Yaoundé. Il s'agit de l'exposé du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et celui du ministre en charge de la communication du Cameroun. Cyrene Emmanuel Sadi, le patron de la communication porte-parole du gouvernement, a questionné la responsabilité des hommes des médias. Gabriel Baroquet a quant à lui annoncé des partenariats en vue de booster la production du cacao et du café. Jean-Germain Yedna, Elvis Ngoué. Après avoir observé une minute de silence en mémoire des 43 victimes de l'éboulement de terrain en Gouachi, à Bafoussam 3e, dans son exposé en ouverture des travaux du conseil de cabinet du mois d'octobre, ce jeudi à Yaoundé, le ministre de la Communication a exhorté les hommes de médias à promouvoir la paix, l'intégrité et l'unité nationale. René Emmanuel Sadi a fustigé les dérives constatées ces derniers temps à travers certains organes qui tirent la presse vers le bas. Vous avez pu constater comme moi que ces derniers temps, il y a eu quelques dérives. Il y a eu des messages de haine qui sont passés par le canal des organes de presse. Il y a eu des organes de presse qui justement se sont démarqués de cette responsabilité régalienne qui est celle de travailler à la consolidation de l'unité nationale, à la consolidation de la paix, et qui ont plutôt travaillé dans le sens contraire, en attisant la haine, en se faisant les relais de ceux qui veulent que le Cameroun s'enfonce dans l'instabilité. Améliorer les conditions d'exercice de la profession de journaliste
et revoit à la hausse d'aide publique à la communication privée sont entre autres dispositions qui sont envisagées, a martelé le porte-parole du gouvernement. Qu'il s'agisse de la presse privée ou à capitaux publics, des hommes de médias doivent travailler à l'édification de la conscience nationale. Alors, nous entendons amener la presse, qu'elle soit publique ou privée, à prendre conscience de son rôle, de sa responsabilité à cet effet. Et ça passera sans doute par la mise en place d'un cahier des charges, la promotion d'une pratique qui consiste à avoir un cahier des charges qui indique justement les obligations incombant aussi bien à la presse publique qu'à la presse privée, dans le sens de promouvoir, de travailler à la consolidation de la conscience nationale. Sans doute aussi que nous allons essayer de favoriser ou préconiser qu'on puisse regarder avec une certaine bienveillance l'aide publique à la presse, qui est quand même aussi un canal par lequel on pourrait amener notre presse à être beaucoup plus responsable. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a mis un accent particulier sur la production en vue de matériel végétal de qualité. Le gouvernement nous a instruit de rationaliser les appuis en intrants agricoles et sur ce plan, nous venons de finaliser avec l'Union européenne un manuel de procédure d'appui en intrants agricoles qui a été mis en œuvre, mise en exécution par le Premier ministre, chef du gouvernement. Au cours des travaux de l'immeuble Étoile de Minader, Gabriel Mbaérobé a annoncé que des partenariats sont en cours en vue de booster la production de la filière cacao-café et d'améliorer la commercialisation. En juillet dernier, le MINPAT a signé un mémorandum d'entente avec Tri Global, qui est une société qui va produire des plants de très bonne qualité, en quantité suffisante pour venir compléter l'offre nationale. Et à l'issue des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement a demandé au Minader la budgétisation plurielle des ressources à la production du cacao et du café. Et au MINCOM, Chief Dr Joseph Diongouté a demandé d'institutionnaliser la pratique des cahiers de charges dans les procédures d'exploitation des médias. À compter du 1er janvier 2020, le Cameroun ne fera plus partie des pays bénéficiaires de l'AGOA. Pourtant, la notification de cette exclusion aux allures de sanctions pour le Cameroun par le gouvernement américain ne devrait pas avoir d'incidence majeure selon l'Institut national de la statistique sur les exportations vers le pays de l'oncle Sam. Plus de précisions dans ce reportage. À compter du mois de janvier 2020, le Cameroun ne fera plus partie des pays africains bénéficiaires de l'AGOA, un programme mis en place par le gouvernement américain pour faciliter et encourager les exportations africaines vers les États-Unis. Le gouvernement américain a notifié au Cameroun son exclusion de l'AGOA le 31 octobre 2019, expliquant cette décision par le non-respect de certains droits de l'homme dans le pays de Paul Biya. Bien que les documents officiels ne soient pas très explicites, cette sanction du Cameroun est certainement en rapport avec le climat socio-politique qui sévit depuis 2016 dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où l'armée du Cameroun tente de contenir les assauts barbares des mouvements séparatistes. Dans un document rendu public le 31 octobre 2019, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun révèle des statistiques qui permettent de mieux comprendre l'incidence relativement marginale que l'exclusion du Cameroun de l'AGOA pourrait avoir sur les échanges commerciaux avec le pays de l'oncle Sam. Environ 28,3% seulement des exportations du Cameroun vers les États-Unis sont sous le régime de l'AGOA. Et qui plus est, les exportations bénéficiant de cette facilité américaine sont largement dominées par le pétrole. Je ne veux pas dire que c'est impossible d'exporter aux États-Unis, pas du tout, mais il faut être conscient et travailler, et ça peut prendre du temps pour arriver à avoir la possibilité d'exporter. Le problème en Afrique sous-saharienne, y compris au Cameroun, c'est que on profite pas tellement de l'AGOA. Et c'est surtout pour le Cameroun, c'est surtout le pétrole
les exportations de pétrole qui n'aident pas tellement le pays, mais ça sera mieux de chercher d'autres avenues pour l'exportation. Pour rappel, selon l'Institut national de la statistique, au cours de l'année 2018, les produits camerounais ont été exportés vers environ 127 pays dans le monde, avec une acquisition de 23,9% de ces exportations. La Chine est le premier client du Cameroun. L'Empire du Milieu est suivi par l'Italie avec 14,7%, le Pays-Bas 29,1%, la France 6,4%. Les États-Unis d'Amérique n'obtiennent que 2,8%. Ce qui laisse croire que l'exclusion du Cameroun de l'AGOA ne devrait pas avoir d'incident majeur sur ses exportations vers les États-Unis. Parlons à présent de la colère de la direction de l'école publique des Diakap, située dans le 2e arrondissement de la ville de Konsamba, où le corps enseignant dénonce un malaise dans cet établissement scolaire dû à l'implantation à proximité d'une usine de décortiquage du cacao qui met en danger les apprenants et les instituteurs, malgré l'interpellation des autorités en chef dans le département du Mungo. C'est une situation qui reste pour l'heure inchangée. Jean-Jamin Yedna, Château-N-Vallon. L'affaissement du mur de soutènement de cette usine de décortiquage du café n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous déplorons avec les larmes aux yeux ce qui s'est passé. Mais Dieu merci parce que cela s'est passé comme ça dans la nuit où nous n'étions plus à l'école. Si c'était dans la journée, vraiment c'est que nous ne comptons pas le nombre de cadavres d'enfants que nous allons soulever, les papins, les blocs de murs de papins et de bâches pour retirer les cadavres des élèves, des enfants, voire même des enseignants. C'est une ambiance insupportable que vivent au quotidien des corps administratifs et enseignants, ainsi que les élèves de l'école publique des Diakap dans l'arrondissement de Konsamba 2e, avec la présence effective de cette unité de décortiquage du café. Une pollution atmosphérique qui met en mal la santé de ces hommes et femmes. Il y a des maladies qui sont liées à l'aspiration des poussières toxiques, les maladies de l'appareil respiratoire. Et maintenant que nous parlons de l'eau qui est aussi polluée, ces derniers temps-ci, parce que tous nos enfants sont malades, ils passent le temps à vomir tous les jours, nous ne savons pas à quoi tout cela est lié. Nous toussons tous des nuages de poussière. C'est ça que nous ressentons dans votre voix. Nous ressentons dans notre corps. Tout mon personnel et même tous les apprenants. Les odeurs déjà même nous mettent mal à l'aise. Quand ils commencent les décorticages là, nous ne respirons plus, nous fermons seulement les portes et nous rentrons même parfois avant l'heure. Nous faisons rentrer les enfants parce que nous sommes étouffés. Je ne sais pas comment on va se plaindre dans ce pays. C'est une affaire vieille de plus de 5 années aujourd'hui qui divise la direction de l'école publique des Diakap et les responsables de cette usine de transformation. L'interpellation de la tutelle et l'autorité administrative de Konsamba 2e par ses enseignants en colère n'a toujours pas produit les résultats escomptés. Le directeur a écrit à la hiérarchie et aux autorités. On a fait l'appel aux autorités. Jusqu'alors, rien n'est fait. Le mur de soutènement qu'ils ont organisé sous prétexte qu'ils sont en train de protéger. Depuis quand on protège le gaz? Un gaz, c'est l'air qui s'envole. On va étouffer l'air jusqu'à quand? Franchement, que le gouvernement fasse quelque chose. Que les autorités de Konsamba qu'ils fassent quelque chose pour l'école, pour les enfants. Ayant l'absence des responsables de ces structures, nous nous sommes rapprochés de la chefferie des Diakap pour avoir une idée encore plus claire, notamment au moment où certaines indiscrétions font état de ce que le village aurait plutôt fait le choix de sacrifier ces jeunes écoliers. On a appelé monsieur le maire pour voir la position de cette barrière, parce que ça pollue les enfants. On a appelé le sous-préfet est venu, bon, ils ont essayé de négliger. Voilà maintenant la position qui se passe.
Heureusement que Dieu a serré que tout se passe que dans la nuit. Si c'était dans le jour, on aurait perdu au moins 100 enfants ici. Bon, ça nous fait mal. Vrai, ça nous fait mal. Donc nous ne sommes pas contents. L'usine était d'abord là. Oui. Bon, l'école, bon, il faut que le monsieur aussi prenne les dispositions à mettre son mur correctement. Bon, d'abord la position que l'usine ronflait, ça dérangeait nos enfants. C'est l'État qui va décider maintenant de cette position. Le village ne peut pas décider. Si l'État décide, dit que peut-être 100 enfants pour une usine qui s'égare, sur 100 enfants, c'est l'État qui décide. C'est ce que je peux vous dire. Délocaliser cette usine de décortiquage du café, objet de tous les malheurs de ces enseignants et apprenants, ou encore déplacer l'école publique des Diacap au regard du danger permanent. L'État devra prendre ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Nous reparlons de ce soupçon de détournement des fonds d'APE au lycée de Souledé. C'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Actualité qui met sur le banc des accusés le proviseur de cet établissement. Malgré les médiations engagées par les responsables en charge de l'enseignement secondaire dans la région de l'extrême nord du Cameroun, la tension reste vive. Frédéric Moutomé, Adjegonji. La tension reste perceptible au lycée de Souledé, arrondissement de Souledé-Roi, département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord Cameroun. Le proviseur de cet établissement et les parents d'élèves regroupés au sein de l'APEE sont toujours à couteau tiré au sujet d'un détournement présumé des frais d'APE et d'examen. J'ai pitié d'avoir lu ça là par un, c'est dit, aigri quoi, proviseur. Non, il n'est pas proviseur. Il ne mérite pas d'être proviseur. Les ballons avec l'argent de l'APE. Le professeur avait l'argent de l'APE. Dans quel lycée? Simplement, je n'ai pas beaucoup à parler. Nous réclamons notre somme. Les 731 800 francs CFA dans la caisse de l'APE. À cette situation de crise vient s'ajouter depuis mercredi la menace d'arrêt de cours brandie par les enseignants vacataires qui réclament 5 mois d'arrêt de salaire. Les heures supplémentaires ne sont pas payées 5 mois. Or, monsieur le proviseur dit qu'il est l'ordinateur des dépenses de l'APE. Il a écrit sur ses dépenses. Et il a géré jusqu'à 731 800. Et s'il nous amenait donc les 731 800, on devrait payer les vacataires, les heures supplémentaires. Ils ne sont pas payés, ils réclament. Nous sommes poursuivis maintenant. On va alors faire comment? Ces frais, ainsi mobilisés de bonne foi par ses parents d'élèves, devraient aussi servir à l'achèvement des travaux de construction de nouvelles salles de classe au lycée de Souledé, à en croire les parents d'élèves qui bénéficient désormais du soutien du censeur. Notre souci, c'est de finir le bâtiment qui est en construction. Il a promis nous accompagner puisqu'ensemble avec lui, nous sommes en train de collecter l'argent d'APE maintenant. Et puis on voudrait qu'il y ait lumière dans ces collectes pour qu'ensemble on finisse quand même la construction qui est en marche. Face à cette tension qui rend délétère le climat au lycée de Souledé, une assemblée générale extraordinaire de l'APE de cet établissement a mis autour de la table les délégués régionaux et départementaux du ministère des enseignements secondaires et les parents d'élèves en l'absence du proviseur. Malgré les explications données, les parents d'élèves restent campés sur leur position. Bien plus, ils réclament l'enrôlement de leur progéniture aux différents examens officiels de la session à venir. Puisque monsieur le professeur dit qu'il ne reconnaît pas avoir pris l'acte de naissance d'un élève. Mais l'élève dit qu'il a donné le dossier avec son acte. Et c'est perdu jusqu'à là. Qu'en dites-nous donc? Terrible, mon frère. C'est grave. Pour ça, ça me touche. Parce que quand déjà l'un de mon fils qui ne compose pas, j'ai payé tout, j'ai donné tout, il ne compose pas, je l'ai amené à l'école. Donc pourquoi? Il faut que le proviseur fasse tout. Cette année, les élèves là vont composer leur diplôme. Déjà payé avec leur acte, ils doivent faire tout. L'administratif doit faire tout. Ils doivent composer cette année. Des réclamations, revendications et injonctions de ses parents d'élèves du lycée de Souledé que le préfet du département du Mayo-Tsanaga tente de juguler tant bien que mal.
D'ailleurs, l'APE de ce lycée n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ses parents d'élèves ont introduit des plaintes à plusieurs niveaux de l'administration et même de la justice et espèrent ainsi obtenir gain de cause, soit le remboursement intégral des frais présumés détournés, soit un peu plus de 730 000 francs CFA. 3 jours après l'éboulement au bloc 6 du quartier Nkwaché, situé dans le 3e arrondissement de Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun, la mission interministérielle d'évaluation sur le terrain a instruit l'établissement d'un périmètre de sécurité autour du site de la tragédie. Et pourtant, quelques autorités ont pu toucher du doigt l'horreur. Il s'agit du sultan Roadé Bamoun et d'un responsable du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Diran Noah, qui ont été autorisés à se rendre sur le site de la tragédie. Praxet Toulou, Herbert Kwamon. Les éléments de sapeurs-pompiers, avec l'aide des populations riveraines, poursuivent les recherches dans l'espoir de trouver dans les décombres les corps des disparus. Les engins des entreprises en charge de la construction ou de la réhabilitation de la voirie de la ville de Bafoussam, qui étaient mobilisés pour la cause, sont repartis. On a assisté toute la journée à un bal de visiteurs sur le site du sinistre. Visite de compassion et de réconfort aux populations. C'est le cas du sultan Ibrahim Bombonjoya, roi des Bamoun, qui s'est rendu venant de Bafoussam avec toute une délégation. Il est venu exprimer la compassion de tout le peuple Bamoun aux populations de Ngwache. Le sultan a appris avec beaucoup de consternation ce sinistre qui est arrivé ici à Ngwache. Déjà, en tant que père, il a décidé de venir compatir avec son homologue, le roi de Bamungum, qui est meurtri. Ensuite, il ira à l'hôpital voir les blessés. Si il y a un décès à Bamungum, le sultan considère que le même décès concerne le peuple Bamoun. C'est pour ça qu'il est venu, n'est-ce pas, compatir, magnifier la reconnaissance de tout le peuple Bamoun au peuple Bamungoun frère. Après avoir fait le constat de la gravité de la situation, une prière écuménique a été dite pour le repos éternel de l'âme des disparus, le prompt rétablissement des blessés et pour que le Dieu Tout-Puissant protège notre pays, le Cameroun. Idem pour la délégation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, conduite par sa deuxième vice-présidente, Diran Noah, qui s'est prosternée sur le lieu du sinistre, qui a également réconforté et encouragé les populations. Du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Nous sommes venus sur ces lieux nous enquérir de la gravité de la situation. Nous sommes venus rencontrer les populations sinistrées, les familles endeuillées. Nous sommes venus voir si cette catastrophe aurait pu être évitée. Nous sommes venus consoler les cœurs. Nous sommes venus réconforter les familles. Et même si l'équipe de secouristes n'avait pas découvert encore jusqu'à hier un autre corps de la catastrophe de Ngwache, c'est toujours avec beaucoup de détermination que les recherches vont se poursuivre ce vendredi 1er novembre 2019. On en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières, direction la Guinée-Bissau. Le président José Mario Vaz a issué cette semaine de nouveaux désaveux de la communauté internationale pour avoir démis son gouvernement censé préparer les prochaines échéances électorales dans ce pays, annoncées pour le mois de novembre prochain. Les détails de nos confrères d'Africa News. Après la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est au tour de l'ONU et l'Union africaine de tourner le dos au président de la Guinée-Bissau. De nouveaux désaveux essuyés mercredi par José Mario Vaz pour avoir démis l'ensemble du gouvernement censé préparer l'élection présidentielle du 24 novembre. L'ONU et l'Union africaine affirment ainsi leur attachement au processus fixé en juin par la CEDEAO pour mettre fin à des mois de crise dans ce pays de moins de 2 millions d'habitants. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU se tient ce jeudi à New York à la demande des pays africains de l'instance.
L'UA a pour sa part déclaré apporter son soutien total à la position exprimée mardi par la CEDEAO, qui avait déclaré illégal le décret mettant fin au gouvernement Gomes. Lundi soir, le gouvernement dirigé par Aristide Gomes a été congédié avec effet immédiat par le président Bass. Ce dernier a nommé Faustino Mbali comme nouveau chef de gouvernement, mais M. Gomes a refusé de se soumettre, la Guinée-Bissau se retrouvant de fait avec 2 premiers ministres. La tenue de l'élection reste incertaine. La campagne doit s'ouvrir officiellement samedi. Le président Bass a assuré mardi que la présidentielle aurait bel et bien lieu le 24 novembre. Au Royaume-Uni à présent, Nigel Farage, l'europhobe, a mis au défi le Premier ministre britannique Boris Johnson, l'invitant à abandonner l'accord renégocié avec Bruxelles dans le cadre du Brexit et de nouer une alliance avec lui dans la perspective des prochaines élections législatives prévues au Royaume-Uni. Ce sera en décembre de cette année 2019. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Lors du lancement de sa campagne, Nigel Farage a mis au défi le Premier ministre britannique de faire alliance avec lui pour les législatives de décembre et d'abandonner l'accord de Brexit négocié avec Bruxelles. Si Boris Johnson ne se rapproche pas de sa ligne dure, Nigel Farage menace de présenter des candidats dans de nombreuses circonscriptions. Je vais dire ceci à Boris Johnson. Laissez tomber l'accord, abandonnez l'accord parce que ce n'est pas le Brexit. Je crois que la seule façon de résoudre le problème, c'est de créer une alliance à l'échelle du pays pour partir. La veille, Nigel Farage a réussi un coup d'éclat en invitant le président américain dans son émission quotidienne sur la radio LBC. Donald Trump en a profité pour appeler à une alliance Johnson-Farage. J'ai d'excellentes relations avec de nombreux dirigeants, y compris Boris. C'est un homme fantastique et je pense qu'il est exactement le bon gars. Je sais que vous et lui, ensemble, finiriez par faire quelque chose de formidable. Vous et lui, vous seriez une force inarrêtable. Corbyn serait tellement mauvais pour votre pays. La première ministre de l'Écosse et chef du Parti national écossais a réagi à l'idée d'une telle alliance. En 2016, l'Écosse avait voté pour rester dans l'Union européenne. Ce que nous avons entendu de Donald Trump au cours de cet échange extraordinaire avec Nigel Farage et qui annonce un avenir plutôt effrayant pour le Royaume-Uni, c'est qu'il veut faire une bonne affaire. C'est là le véritable problème. Donald Trump voudra que notre service de santé publique soit mis sur la table. C'est ce que nous réserve l'avenir si nous permettons à Boris Johnson de suivre cette voie. Cette tentative d'alliance des pro-Brexit semble vouée à l'échec. Boris Johnson a toujours refusé de l'envisager jusqu'à présent et dès vendredi, plusieurs responsables conservateurs ont une nouvelle fois réaffirmé que leur parti ne l'envisageait pas. La 4e journée de l'Elite One se dispute ce week-end au Cameroun. Le leader Bamboutos Doumbouda sera reçu par Canon Sportif de Yaoundé dimanche prochain, tandis que le dernier du classement, l'Union des mouvements sportifs de l'Homme, croisera le fer face aux Abwa Boys du côté de Bamenda. Les précisions avec vous, Georges Wafo. Cette 4e journée du championnat Elite One programmée ce week-end a pour affiche 9 rencontres au total. Seule la rencontre Heading Sport de la Lecquier, Union Sport de Douala est programmée ce samedi. Rencontre qui amènera Union Sportive de Douala en déplacement du côté de Yaoundé pour sa 2e sortie. Suite et fin des rencontres ce dimanche avec les affiches Feu de Banjul New Sport Academy, 2 formations de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest qui devront se neutraliser pour sortir de la zone de relégation en ce qui concerne New Sport Academy et titille la tête du championnat pour ce qui est de Feu de Banjul. Fofu de Baham reçoit APGS Academy lors de cette 4e journée, mais devra se méfier car APGS reste sur 2 victoires consécutives après son faux pas de la première journée. Dragon de Yaoundé essaiera de se relever de son faux pas de la 3e journée devant Colombe et Djaïlobo dans la région de l'Ouest, tandis que le leader Bamboutos de Bouddha reçoit Canon de Yaoundé dans son fief. Toujours ce même dimanche, Stade Renard s'oppose à Coton Sport. Avantage au tenant du titre de la Super Coupe du Cameroun qui reçoit le Coton Culteur et fera tout pour lui infliger sa première défaite depuis le début de ce championnat. Tonnerre de Yaoundé reçoit Panthère d'une D à domicile et est déjà contraint à une victoire pour sortir de la zone rouge du classement. Même contrainte entre UMS de Loum et Pédabouji de Bamenda, puisque UMS s'affiche dernier au classement après 3 journées. Enfin, Avion Academy reçoit AS Fortuna. En cas de victoire, Avion remontera en tête du championnat avant d'attendre la prochaine journée son adversaire, qui n'est autre que Union Sportive de Douala. Nous parlons toujours de sport dans cette édition de l'information. C'est désormais terminé pour les poulains de Libi Thomas. Les Camerounais
notamment les Lions indomptables de moins de 17 ans qui prenaient part à la Coupe du Monde de moins de 17 ans au Brésil, ont été éliminés. C'était hier face à l'Argentine. Score de la partie 3-1 en faveur de l'Argentine. Les précisions avec vos Obel Apollinaire Bon. Comme en 2003, l'aventure pour les U17 camerounais s'arrête au premier tour. Libi Thomas et ses poulains ont manqué l'unique occasion qui leur aurait permis de poursuivre l'aventure en se faisant battre par l'Argentine ce jeudi. Pourtant, ce sont les Camerounais qui ont donné le ton de la rencontre en inscrivant le premier but de la partie sur corner. But conservé jusqu'au terme des 45 premières minutes. La deuxième période a été toute cauchemardesque pour les Camerounais devant une formation de l'Argentine totalement métamorphosée. Physiquement émoussés et moins aidés par les remplacements peu productifs du coach, les Camerounais n'ont pas pu tenir tête à l'armada offensive des Argentins qui ont trouvé le chemin de but à 3 reprises. 3-1, le Cameroun s'incline pour la deuxième fois dans cette compétition après avoir été battu par le Tadjikistan. Dimanche prochain, Libi Thomas et ses poulains joueront le 3e et dernier match de la compétition face à l'Espagne, mais pour l'honneur. Une équipe espagnole difficile à manœuvrer, tout comme l'Argentine, et qui fait office de favori dans cette compétition. Libi Thomas devra donc présenter autre chose que ce que l'on a vu lors des 2 premières rencontres. Et c'est avec cette défaite des U17 désormais hors course de ce rendez-vous du mondial brésilien que nous mettons un terme à cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention comme toujours. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon début du week-end à tous. Au revoir.